Impossible pour moi d'assurer ce CES 2026, surtout que je n'étais pas venu depuis 2019, sans aller voir l'équipementier français Valeo, un équipementier chez qui, au fur et à mesure de mes différentes éditions ici, j'ai pu découvrir des choses assez incroyables lorsqu'on se parle de technologie embarquée dans les véhicules. Et vous avez juste ici la représentation d'un lidar qui est en train justement de filmer cette allée devant le Convention Center. On va faire le point avec François Marion, qui est directeur de la communication et développement durable pour Valeo. Vous allez voir que, forcément, on va se parler de véhicules autonomes et de plein de petites choses. François, bonjour. Vous êtes habitué chez Valeo à être sur le CES tous les ans. Qu'est-ce que vous nous présentez ici sur cette édition 2026? Bonjour David et merci pour l'intérêt pour Valeo. Vous savez, l'industrie automobile aujourd'hui, elle est en très profonde transformation parce que la voiture, elle devient beaucoup plus sûre et beaucoup plus autonome, d'une part. Elle devient également beaucoup plus centrée sur le logiciel. Et la troisième chose, c'est qu'elle devient beaucoup plus électrifiée avec les véhicules électriques et hybrides. Et bien nous, Valeo, en tant que leader dans chacune de ces grandes tendances, on présente les dernières innovations sur les tendances que je viens de mentionner. Et là, je me retrouve devant notre dernière innovation en matière de sécurité à l'intérieur de la voiture. Alors, c'est Panovision. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qu'on trouve sur ce dispositif, cette planche de bord concept? Bien sûr. Alors, c'est une planche de bord concept, comme vous dites, qui va d'un bord à l'autre de la voiture sous la forme d'un head-up display, affichage tête haute. L'image est projetée un peu en avant du pare-brise, ce qui fait que c'est encore plus confortable et encore plus sûr pour le conducteur parce que il n'a pas à accommoder et pour regarder par exemple la vitesse. Donc c'est plus confortable et plus sûr. Mais ça, je dirais, c'est quelque chose qu'on a déjà présenté l'an dernier. Ce qu'on présente cette année sur cette maquette en particulier, c'est un système de réalité augmentée branché avec de l'intelligence artificielle qui va être capable de détecter les dangers autour de la voiture et d'alerter le conducteur sur ces dangers, mais seulement s'il n'a pas déjà vu les dangers en question. Comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive parce que aujourd'hui, toutes les voitures qui sortent en Europe, pour des raisons réglementaires, sont équipées de systèmes de caméras qui permettent de comprendre l'état de vigilance du conducteur. Grâce à ça, on sait où est-ce que le conducteur regarde. Donc on sait, par exemple, imaginons qu'il y ait un animal qui vienne sur le bord de la route, on sait si le conducteur l'a vu ou pas. S'il l'a vu, il n'y a rien à faire. Okay. S'il ne l'a pas vu, on va commencer par l'alerter. Et ça, sans avoir à lui le déborder d'informations, parce qu'on a trop d'informations. Oui, parce qu'en fait, c'est déjà un premier niveau de filtre. C'est-à-dire que vous assurez d'abord de la vigilance du conducteur pour ne pas le perturber et le sursaturer. Vous dites, OK, j'en vois ou j'en vois pas. C'est exactement comme ça qu'on le fait. Et alors, si jamais le conducteur l'a pas vu, on commence par l'alerter à travers l'interface, en lui ramenant, grâce à l'interface, le regard sur le danger. Et puis, si jamais il l'a toujours pas vu, pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, il y aura un système de freinage d'urgence qui sera déclenché pour arrêter la voiture et la mettre en sécurité. Oui, alors en tant que pionnier de l'innovation au sein de l'automotive, vous êtes là encore une fois, comme je le disais, tous les ans. Ça, ce genre de choses, c'est pas votre première version. L'analyse de la vigilance du conducteur, vous poussez ça encore un petit peu plus loin en allant détecter des comportements sous certains produits, c'est ça, ce que vous m'expliquez Et exactement. On a également des nouveaux algorithmes qui permettent de comprendre, toujours par l'intelligence artificielle, non seulement l'état de vigilance, mais également si le conducteur a une certaine probabilité d'être sous influence, comme on dit, influence de substances chimiques ou de l'alcool en particulier. Ça, sans avoir besoin d'avoir une mesure directe, mais grâce au comportement, parce que malheureusement, lorsqu'on consomme ce type de substance, il y a une modification du regard, du comportement, de la façon dont on réagit, du temps de réaction. Et donc, ce sont des informations qu'on peut remonter grâce à des algorithmes. Qu'est-ce que ça veut dire, l'IA, dans la voiture? Parce qu'ils s'en parlent beaucoup. Là, on a la maquette qui est là, mais j'imagine que chez vous, ça va beaucoup plus loin. Et est-ce que vous avez quelques autres éléments à ma... Oui, bien sûr. L'intelligence artificielle, on en met dans les voitures déjà depuis pratiquement 20 ans. On a commencé avec des caméras. En fait, c'était des algorithmes, sauf qu'on appelle ça l'IA aujourd'hui. On l'appelait pas encore totalement intelligence artificielle, mais en fait, c'était déjà des réseaux de neurones qui sont la base de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ces réseaux de neurones, ils étaient capables de repérer, par exemple, les traits sur la route, les démarcations, et donc pour permettre de garder la voiture sur la route. C'est dans sa voie. Des choses qu'on a aujourd'hui de manière totalement standard et même réglementairement obligatoire en Europe aujourd'hui, mais nous, on a commencé ça
il y a une vingtaine d'années. Voilà, donc ça, on a une très forte compétence dans l'IA. On a un laboratoire d'intelligence artificielle dédié à la voiture à Paris. Et c'était le premier dans le monde qu'on a ouvert dans Paris Centre, rue de Courcelles, en 2018. Et aujourd'hui, ce qu'on met dans l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, donc c'est ce que je viens de mentionner là. Mais on fait d'autres choses. En fait, l'intelligence artificielle, elle permet d'aller vers de l'hyper-personnalisation du véhicule. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir peut-être sur une autre maquette sur comment la voiture utilise le logiciel et l'intelligence artificielle pour fournir des nouvelles fonctions aux conducteurs. Oui, parce que en tant qu'équipementier, vous depuis très très longtemps, vous livrez des briques technologiques aux constructeurs, à charge ensuite à eux de les intégrer. Et puis il y a un autre phénomène dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Mais oui, totalement. C'est ce qu'on les Américains appellent le Software Defined Vehicle et qui se traduit en français par un véhicule à architecture logicielle centralisée. Donc Valeo, on a 9000 ingénieurs software dans le monde et effectivement, comme vous l'avez dit David, on fournit des briques. On fournit des briques logicielles. Et aujourd'hui, ce qu'on présente à nos clients sur ce stand, c'est l'ensemble des briques logicielles qu'on peut leur fournir pour créer le système d'exploitation qui s'appelle middleware du Software Defined Vehicle. Donc du véhicule qui va être beaucoup plus personnalisable grâce au logiciel. Donc qu'est-ce que ça signifie un véhicule à architecture logicielle centralisée? Ça signifie qu'il y a une grosse capacité de calcul dans le véhicule. Ce sont des ordinateurs, on appelle ça des ordinateurs, mais qui sont bien plus puissants que les ordinateurs qu'on peut posséder à la maison, qui sont refroidis à l'eau. Ils vont être capables de faire tourner des modèles extrêmement complexes pour permettre soit de la personnalisation de la véhicule, mais aussi pour permettre de faire tourner des systèmes d'aide à la conduite, voire du véhicule qui devient autonome. Il va tout piloter depuis cet ordinateur central, ce qui va permettre de mettre à jour de manière beaucoup plus simple. Aujourd'hui, quand vous avez des systèmes dans la voiture, une voiture qui n'est pas encore centralisée, vous avez jusqu'à 80 petites puces, chacune dédiée à sa propre fonction, celle qui va s'occuper du parking, celle qui va s'occuper d'allumer les phares. Le fait de pouvoir unifier tout ça sur un petit nombre de calculateurs, le principal intérêt, c'est que ça va permettre de les mettre à jour beaucoup plus facilement. Et vous aurez une voiture qui va évoluer au fur et à mesure de sa vie. Vous allez avoir comme un smartphone une voiture qui se met à jour. C'est quelque chose que vous sentez de mieux en mieux accueilli ou indispensable et même les gens viennent vous solliciter là-dessus? C'est clairement de mieux en mieux accueilli. On est de plus en plus sollicité là-dessus parce qu'en fait, je dirais, la technologie, elle est mûre. Voilà, elle est mûre pour avoir cette révolution dans l'architecture de la voiture. Il y a sur ce même salon, le CES, la nouvelle BMW iX3 qui est présentée, oui, avec ce qu'on appelle un contrôleur de domaine. Donc, je parlais des ordinateurs, qui est fourni par Valeo, avec des briques software qui sont fournies par Valeo et qui vont évoluer tout au long de la durée de vie de ce véhicule. On est très fiers qu'elle soit en démarrage de production depuis la fin de l'année dernière et qu'elle soit présentée comme ça pour la première fois, je pense, en Amérique du Nord au CES. Alors là, vous avez évoqué une marque premium, mais on peut s'attendre demain à ce qu'un véhicule plus grand public, une Clio, peu importe, que ce soit grandement généralisé. Ah, mais totalement. Et d'ailleurs, on a annoncé il y a déjà 2 ans un partenariat avec Renault. Nous serons le fournisseur des premiers véhicules software defined de Renault, et c'est quelque chose qu'on peut attendre pour les prochains mois, années. En fait, il y a tellement de puissance à bord de ce véhicule, sur ce calculateur central. En fait, c'est plus performant qu'un ordinateur gaming. Oui. Et vous m'avez évoqué un usage qui serait assez intéressant pour des gens un peu technophiles. Voilà, je veux bien qu'on s'en parle. Totalement. Et donc, parlons-en. Donc, je disais qu'il y avait cette grande puissance de calcul maintenant qui était placée dans les véhicules. Évidemment, lorsque le véhicule roule, elle est extrêmement utile. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, elle est dormante. Et donc, l'idée qu'on a eue, dont on a démontré ici la faisabilité, c'est qu'en fait, on pourrait louer cette puissance de calcul lorsqu'on n'en a pas besoin. Comment on fait ça? Le véhicule est connecté par Internet et il loue cette puissance de calcul à des fournisseurs de cloud. Et donc, on peut imaginer qu'il y aura des flottes entières de véhicules qui seront comme ça dans des parkings et qui seront capables de louer cette puissance de calcul. Aujourd'hui, un propriétaire dans la voiture garée, il ne tire aucun bénéfice de cette voiture. Il n'est pas en train de l'utiliser et il n'est pas en train de gagner de l'argent avec. Là, mais maintenant, il va pouvoir peut-être louer cette puissance de calcul et en tirer un revenu grâce au type
de briques logicielles, encore une fois, qu'on est capable de présenter à nos clients. Alors, vous m'aviez évoqué, parce que voilà, c'était mon petit sujet, j'essayais de vous y faire venir, mais j'ai peut-être pas été assez... En fait, vous m'avez évoqué même la possibilité de transformer le véhicule presque en plateforme de cloud gaming. C'était ça mon propos. Alors, on branche le véhicule à sa borne, on est à son hôtel et puis on est dans la et puis en fait le véhicule devient la console. Oui, mais c'est tout à fait juste. Effectivement, j'ai dit qu'on pouvait louer et prêter à un fournisseur de cloud, mais on peut aussi l'utiliser à son propre. Ça passera par une connectivité 5G. Ça passera par une connectivité, mais on pourra utiliser les logiciels que l'on veut, faire tourner des jeux sur la voiture, effectivement, depuis sa chambre d'hôtel. Ok. Alors avant d'arriver à notre dernière petite thématique autour du véhicule autonome, pour en revenir à nouveau au fameux software defined vehicle, est-ce que ces choses qui se mettent en place vont également permettre d'accélérer d'autres technos dont moi j'entends beaucoup parler, dont beaucoup de monde entend beaucoup parler. On peut se parler d'allocation de puissance, mais on sait qu'il y a aussi l'allocation du partage de l'état, du niveau de charge de sa batterie. On peut le véhicule to grid, etc. Mais il y a d'autres choses. Véhicule to V, véhicule to X, entre guillemets. Comment on rend cette flotte connectée? Est-ce que le software defined vehicle va accélérer un petit peu ce doux rêve qu'on pouvait avoir d'une communication globale entre véhicules, infrastructures, etc. Oui, c'est juste parce qu'on parlait de la possibilité pour une voiture, par exemple, de prêter l'électricité. Donc, une voiture électrique a forcément une forte batterie. Si on accepte que la batterie ne soit chargée qu'à 70%, ça veut dire qu'on a 30% de la capacité de la batterie qui va pouvoir stocker de l'électricité lorsque les panneaux solaires, les éoliennes tournent à plein et l'électricité est pas chère. Et au contraire, la redispatcher dans le réseau lorsque cette énergie est nécessaire. Bon, mais ça, c'est impossible à imaginer sans que la voiture soit connectée au réseau électrique. Je parle de connectée de manière intelligente au réseau électrique. Grâce à des systèmes donc connectés au réseau Internet. Et c'est impossible à imaginer sans que la voiture ait une architecture logicielle qui lui permette de faire ça et donc avoir suffisamment de capacité de calcul pour avoir l'intelligence de cette gestion optimale de l'énergie lorsque la voiture est à l'arrêt. Donc on voit bien que le véhicule défini par logiciel, l'architecture centralisée, il permet de créer des nouveaux usages de la voiture. Il permet de libérer aussi certaines sources de revenus pour le conducteur. Et voilà. Et nous, on est un des acteurs chez Valeo qui fournissons les briques logicielles comme matériel qui permettent l'avènement de ce type de véhicules de futur. Eh ben, écoutez, parfaite transition. On va changer de petit coin et on va se parler justement de matériel. François, chez Valeo, la conduite autonome, c'est pas un sujet qui date d'hier. Et du coup, vous avez une multitude de capteurs qui permettent d'atteindre cette autonomie du véhicule. Vous avez une boîte noire, là. De quoi il s'agit? Alors, quelle est cette boîte noire? Cette boîte noire, c'est le capteur le plus avancé, le type de capteur le plus avancé pour les véhicules autonomes. C'est ce qu'on appelle un lidar. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un lidar? C'est un dispositif qui envoie un laser sur la scène en face de lui et qui lui donne une vision extrêmement claire de la distance et la vitesse des objets qui sont en face. Ça, c'est, je disais, bon, c'est un dispositif qui est déjà en production chez Valeo depuis 4 ou 5 ans. Ça, c'est la génération d'avant. Mais ce qu'on présente aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Nouvelle génération de lidar qui, comme vous le voyez, est beaucoup plus petite. Oui. Bon, elle n'est non seulement beaucoup plus petite, mais elle est plus performante, elle voit plus loin, elle voit plus clair et elle est positionnable derrière le pare-brise. Alors ça a l'air de rien, mais positionner un laser derrière le pare-brise, qui est un laser infrarouge, ce n'est pas quelque chose de simple parce que les infrarouges et le vert ne font pas toujours bon ménage. La deuxième chose, c'est que ça permet de préserver l'aérodynamique du véhicule tout en positionnant le lidar au meilleur endroit possible le véhicule, puisque comme nos yeux, plus on voit de haut et plus on voit loin et plus on voit clair. Oui, parce qu'ils ont longtemps été, entre guillemets, intégrés au véhicule de proto, plutôt en partie basse dans le bouclier. Parce que c'est plus facile d'intégrer dans le bouclier, mais ça nécessite d'avoir un meilleur nettoyage. D'ailleurs, nous avons des solutions de nettoyage de capteurs pour les lidars qui sont positionnés. Alors que là, il est protégé. Alors que là, il est protégé et il est derrière l'essuie-glace. Donc de toute façon, il aura
c'est une manière de garantir qu'il pourra toujours continuer à voir, quelles que soient les conditions météorologiques, météorologiques en face de lui. Okay. C'est Valeo Scala Gen 3. C'est voilà, le nom de la plateforme, c'est le nom du lidar. C'est ça, c'est le nom de notre lidar qui s'appelle Valeo Scala Gen 3, même Evo dans la version petite comme ça. Ok, et donc là, pour le coup, moi je sais où est l'entrée du hall central. On arrive même à voir l'écriture Center, donc du Las Vegas Convention Center, et on est à quelques dizaines de mètres, donc oui, je vois vraiment loin. Je sais pas où est-ce qu'il est positionné. Exactement, dehors. parce qu'en fait, on a un lidar qui peut voir jusqu'à 300 mètres. 300 mètres. Jusqu'à 300 mètres et qui voit de manière extrêmement fine les objets qui sont en face. On voit les piétons se déplacer, on a un accès direct à leur vitesse. Et ça, à la limite, là, on le voit alors qu'il fait jour, mais il ferait nuit, on aurait exactement la même. C'est ça. C'est donc ce qui va me faire ma petite transition sur justement tout ce qui se passe là et essentiellement autour de Tesla ou d'autres marques chinoises sur leur fameux FSD, leur technologie de Full Autonomous Driving ou pleine délégation de conduite. Alors, même si, bien entendu, il faut encore quelqu'un derrière le volant, etc. Quand j'ai couvert les sujets auto il y a de ça bien longtemps, on me parlait toujours de la redondance des capteurs. Et quand on se parle de redondance des capteurs, c'est de typologie de capteurs. Même si on peut reconnaître la performance du système de Tesla, est-ce que ça a évolué? Comment vous voyez ça, vous, en tant qu'équipementier historique, très proche justement des marques automobiles historiques? Alors nous, notre vision, elle est très claire. Vous savez qu'il y a différents niveaux d'autonomie. Le niveau d'autonomie jusqu'à niveau 2, et après on rajoute des 2+, parce qu'on a en place de dispositifs qui sont capables, qui fait que la voiture est capable de faire énormément de choses, mais elle est toujours sous la responsabilité ultime du conducteur. Dans ces cas-là, on peut éventuellement se passer de redondance des capteurs, puisque quelque part l'ultime backup, c'est le conducteur lui-même. Voilà, on est de la DAS de niveau 1 jusqu'à niveau 2, niveau 2 très avancé. Et c'est le cas aujourd'hui du FSD. Ce type de dispositif, il est surtout intéressant pour du niveau 3, c'est-à-dire pour de la délégation de responsabilité de la conduite. On est dans une autre dimension. On est dans la voiture qui prend la responsabilité, qui dit c'est moi qui conduis. Vous, conducteur, pouvez faire autre chose. Vous pouvez avoir vos yeux ailleurs. Vous pouvez être en train de lire. Ça demande de la mise en responsabilité de la voiture. Ok. Donc et ça, ce niveau 3, c'est le eyes-off. Et hands-off également. Eyes-off, hands-off. Eyes-off, hands-off. Ok, d'accord, très bien. Donc, pardon, je vous ai interrompu. Vous avez le hands-off dès le niveau 2. Vous pouvez lâcher le volant. Oui, on a une alerte. Seulement s'il y en a besoin parce que vous gardez vos yeux. Donc là, on est sur du niveau à partir du niveau 3, sur du hands-off, eyes-off. Il s'appelle 3 par rapport à 4 ou 5 parce qu'il est temporaire. C'est-à-dire que la voiture va prendre la responsabilité seulement lorsqu'elle sait qu'elle peut le faire. Par exemple, sur autoroute, dans des conditions correctes. Mais après, dire ah non, mais il faut que tu reprennes la main parce que là, je ne sais pas, une fois la voiture sortie de l'autoroute. Mais là, on est sur la prise de responsabilité. Et donc, pour la prise de responsabilité, la vue de Valeo, c'est qu'il faut une redondance de capteurs pour avoir assuré la fiabilité. Et il faut aussi être capable de faire en sorte que la voiture soit beaucoup plus performante que l'humain. Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes sur une autoroute qui n'est pas allumée. Le camion qui est passé avant vous, quelques minutes avant, a malheureusement laissé tomber un pneu noir sur la route. Un conducteur humain arrive, il ne le voit pas, le pneu noir. C'est sûr qu'il va taper parce qu'on n'a pas la vitesse, on n'est pas capable de voir. Même avec les meilleurs phares Valeo? Même avec les meilleurs phares Valeo, malheureusement, parce qu'on va trop vite, on n'a pas la vitesse de réaction. La caméra, elle n'est pas capable de voir un pneu noir. Elle n'a pas de lumière extérieure. Elle n'est pas capable de voir un pneu noir sur une route noire à 300 mètres. Voilà, mais le lidar, lui, il peut. Et donc, en fait, comme on attend d'un véhicule qui prend la responsabilité, qui soit beaucoup plus fiable qu'un conducteur humain, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir aller chercher des capteurs qui sont différents, des capteurs basés sur de la simple vision, pour lesquels on sait que ce que les Américains appellent corner case, des cas extrêmes ne sont pas couverts aujourd'hui. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a du lidar, de la caméra, du radar courte portée, longue portée. Voilà, exactement. Ça peut être aussi des caméras thermiques qui sont d'autres natures de caméras qui vont avoir, mais pareil, la caméra thermique ne verra pas l'objet noir s'il est froid. Ok, donc je pense pour conclure, François, que pour la vision de l'équipementier que vous êtes, le véhicule autonome, c'est un véhicule qui fait pas juste aussi bien que le conducteur, c'est un véhicule qui doit faire mieux en fait. Parfaitement, David, vous avez tout compris. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce temps accordé à cette présentation. Et puis on attend de voir maintenant quand est-ce que tous ces véhicules fully autonomous ou de niveau 4 et 5 arriveront. Merci beaucoup. Avec plaisir.